Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans ce premier chapitre des collections, la nouvelle émission littéraire de Madame Figaro. Bonsoir à nouveau, bienvenue. Pour ce premier chapitre des collections, nous avons eu envie, pour parler littérature, nous avons eu envie de revenir sur un événement qui nous est très cher, notre prix littéraire, le prix littéraire Madame Figaro, le Grand Prix de l'héroïne, un prix qui a fêté cette année ses 20 ans. Et pour parler de ce prix, nous avons invité deux lauréates et un homme. Je vais commencer par présenter les lauréates. Mazarine Pinjot, bonsoir. Bonsoir. Mazarine Pinjot, vous êtes philosophe, professeur à Paris 8 et à Sciences Po Bordeaux. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres, 18 livres, je crois, si j'ai bien compté. Votre dernier essai est sorti récemment, il y a quelques mois, c'est Vivre sans. Et vous avez été la lauréate en 2005 avec votre livre Bouche cousue, sur lequel nous allons revenir. Et je crois que vous venez aussi d'inaugurer pour la chaîne parlementaire une série d'entretiens à propos de la crise démocratique. On aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure. Aurélie Lévy, bonsoir. Bonsoir. Aurélie, vous êtes auteure, scénariste, réalisatrice, et je crois que vous avez eu plusieurs vies entre les États-Unis, la Californie, le Japon. Vous avez réalisé des documentaires. Vous avez commencé, je crois, votre vie professionnelle avec l'acteur John Cusack, que vous avez accompagné un certain temps, et vous en avez tiré un livre et des documentaires. Ma vie pour un Oscar ? Ouais. Voilà. Vous avez reçu, en 2022, notre Grand Prix de l'héroïne, pour une bande dessinée, un roman graphique, Queenie, dont vous avez été la scénariste. Oui, la co-scénariste, parce que la dessinatrice Elisabeth Colomba a écrit l'histoire avec moi. On va en parler tout à l'heure. Et nous sommes aussi avec un homme, donc, Bernard Babkin. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Bernard, vous êtes le responsable des pages livres de Madame Figaro, et vous êtes aussi l'initiateur, le fondateur, le papa en tout cas, du Grand Prix de l'héroïne. Le papa. C'est mon seul enfant. Hein. C'est votre seul enfant. Vous êtes le papa et la maman. Un bel enfant. Un bel enfant, très bel enfant, qui a 20 ans. Oui, la maman c'est Anne-Florence Schmitt, qui est directrice de la rédaction du Madame. Et il y a 20 ans, on nous aurait dit rendez-vous dans 20 ans, quand dans un café, on parlait de nos héroïnes préférées, on n'aurait jamais cru que dans 20 ans, on serait là. Et racontez-nous un peu, le Grand Prix de l'héroïne, c'est quoi exactement ? Pourquoi héroïne ? Alors, héroïne, parce que justement, quand on buvait le thé avec Anne-Florence, ou autre chose, on se disait, tiens, c'est quoi ton héroïne ? Alors moi, c'était à l'époque, ça n'a pas changé tellement. C'était Anna Karénine. Alors là, j'étais une passion folle pour Anna Karénine. J'aimais bien la première phrase. Donc, la phrase d'Anna Karénine ? Oui. Vous vous en souvenez ou pas ? Ou vous l'avez oublié ? Je vais m'en souvenir. C'était un piège, pardon. Non. Et par exemple, elle me disait, oui, mais ça peut être une héroïne. On l'adorait, enfin moi je l'adorais. Ça peut être ma mère, mais elle me disait. Donc c'est vrai qu'on s'est dit, mais oui, pourquoi pas mettre en valeur des héroïnes de littérature dont on raconte la vie, mais qui peuvent être des héroïnes du quotidien aussi. Donc on s'est dit, tiens, on va créer ce prix-là. C'était un titre de travail au départ, le prix de l'héroïne. On s'est dit, jamais on va le garder. Puis on l'a gardé. Oui. Puis voilà, puis maintenant, cet enfant à 20 ans, il a grandi, il a bien grandi. Anne-Florence a bien su le mettre, le faire grandir, on l'a bien accompagné. Il n'y avait que 2 catégories au départ, le prix du roman, le roman français, le prix de l'essai ou du récit. On a ajouté le roman étranger, puis depuis 3 ans, vous êtes la première à avoir le prix. On avait déjà simulé une idée de roman graphique avec Olympe de Gouges, avec Catel qui avait donc on leur avait remis le prix pour Olympe de Gouges. Et puis là maintenant c'est une catégorie officielle. Je vous propose de regarder une petite vidéo rétrospective un peu. On va voir quelques lauréates et ensuite on va rediscuter.
C'est fou de voir tous ces visages. C'est émouvant. C'est très émouvant, très émouvant parce que on se dit c'est un peu comme une famille et on se dit on a dans le monde entier, parce qu'il y a les prix étrangers, on se dit que dans le monde entier on a des cousins, des cousines et on pourrait faire une grande cousinade un jour avec nous. Et alors là il y en a qu'un. Je dois dire, je fais juste une petite précision, on ne récompense pas. C'est l'héroïne, hein, c'est le personnage, l'héroïne. C'est pas forcément l'auteur. Donc c'est-à-dire qu'il y a des hommes, on récompense aussi des hommes, parce qu'on aime bien aussi les écrivains, les auteurs. Donc on en a récompensé, par exemple, Alessandro Barrico, qui a eu le prix une année, David Teboul, qu'on a vu. Donc voilà, c'est pas réservé uniquement aux femmes. Non. Mais il y en a quand même une majorité. Mais alors là, oui, elles sont en ultra majorité. Mazarine Pinjot, j'aimerais bien replonger avec vous en 2005. Quel souvenir vous gardez de 2005, de ce livre de Bouche cousue et du moment aussi où vous avez eu ce prix? Waouh. Déjà, 2005, ça me fait quelque chose. Oui. J'avais oublié que c'était il y a si longtemps. Donc ça fait 19 ans. Oui, c'est ça. Merci, j'arrive encore à calculer, mais bon, à peu près. C'était... bon, ça a été un livre très important pour moi. C'était mon 4e. Mais c'était la première fois que je m'autorisais à aborder une matière intime et biographique, même si c'est pas sous la forme d'une autobiographie, mais c'est quand même un travail, en tout cas, sur l'enfance, une interrogation sur l'enfance, par bribes, de manière un peu impressionniste comme ça. Et c'était à la fois dans ma carrière littéraire, mais aussi dans ma vie, un moment considérable. Alors le fait qu'il était couronné par ce prix, c'était formidable. Enfin, c'était mon premier prix, j'étais super heureuse. C'est quelque chose de recevoir un prix, en fait, parce que ça n'arrive pas tout le temps dans la vie. Et je sais pas, il y a quelque chose de formidable. En plus, bon, c'est Bouche cousue, le livre en parle aussi, hein, de la question évidemment de l'illégitimité, du syndrome d'imposture. Alors, c'est pas dit tel quel, parce que ça revient vraiment sur l'enfance, mais c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup, par ailleurs, travaillé, réfléchi, et ça reste un peu un fil rouge dans mes questionnements littéraires. Et donc, recevoir un prix, ça vient quand même reconnaître quelque chose. Donc, c'est peut-être, oui, consoler quelque chose. Donc, c'était très, très heureux. Je rappelle, le livre part même de votre désir d'avoir un enfant. Et donc, et vous dites, toute la narration part de ça, le désir d'avoir un enfant, et de raconter aussi votre histoire à l'enfant qui arrive. Oui. Et c'est fait, et le livre est construit d'une manière, sous la forme d'un journal. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que le fait d'être enceinte bon, c'est vrai, j'ai pas écrit beaucoup de récits intimes, j'en ai écrit 2, mais ils sont importants évidemment, et puis ils ont peut-être ouvert aussi la possibilité de la fiction, plus qu'auparavant. Mais le fait d'être enceinte a rendu nécessaire une forme de transmission et donc de libération d'une mémoire, d'une parole. Donc oui, il y a évidemment un lien avec le fait d'attendre cet enfant et voilà, cette autorisation que ça m'a donnée pour revenir en arrière et réinterroger la filiation. Oui, c'est un beau livre sur la transmission, parce que vous transmettez votre vérité, la vérité sur vous-même, en disant que ce grand-père, son grand-père, on allait dire des tas de choses sur lui, et que là, c'était votre vérité à vous. Dans votre livre, vous dites aussi que vous aviez du mal à écrire le mot Mitterrand, le nom Mitterrand. Vous dites aussi que votre prénom, Mazarine, finalement, vous préférez votre deuxième prénom, qui était Marie. Et là, il se trouve que, là, en couverture, il est paru chez Pocket, maintenant, le Bouche cousue. Dans votre dernier essai, si on lit bien le nom de l'auteur, on voit Mazarine M. Pinjot. Alors, ce M, c'est le mari, le deuxième prénom, c'est Mitterrand, c'est les deux en même temps, vous marchez sur deux jambes, comment ça se passe? C'est justement, ça laisse l'interprétation ouverte, y compris pour moi-même. Et pourquoi ce désir, maintenant, de rajouter ce M? Alors, c'est compliqué de répondre simplement à cette question. Moi-même, je ne suis pas tout à fait encore complètement au clair, mais je porte ce nom sur mes papiers d'identité depuis déjà un certain moment. Je ne l'ai jamais inscrit sur un livre, d'abord par
par habitude, parce que j'ai commencé à écrire sous mon nom de jeune fille, et donc j'ai continué. Je trouve ça toujours bizarre de changer de nom en cours de route. Je pense toujours aux bibliothécaires qui se disent, mais où est-ce qu'on va ranger un livre ? MP... J'ai cherché votre livre et j'ai eu le problème. Voilà. Placé au même endroit à l'écume des pages. Et tout à coup, un même auteur qui se trouve à droite et puis à gauche, et puis on ne sait plus où le mettre. Donc voilà, Mais vous savez où vous êtes ? Politiquement, vous voulez dire à peu près, quoi qu'en ce moment, ça ne soit pas extrêmement simple. En littérature, oui. C'est-à-dire que là, le dernier porte effectivement mon... En fait, c'est ma signature. Je signe Mazarine M. Pinjot ou MM Pinjot. Ah, MM, quelquefois ? Oui, Mazarine M. Pinjot, ah, oui. Mazarine Mitterrand Pinjot. J'écris jamais le nom Mitterrand en entier, d'abord parce que c'est très long, Mazarine Mitterrand Pinjot, et ensuite parce que c'est vrai que j'ai pas... c'est une question d'habitude. Lorsque vous grandissez avec un nom, c'est très difficile d'en changer, en fait. Oui. Et en plus, ce nom était évidemment particulier puisque c'est précisément celui que je devais taire. Donc maintenant, l'afficher, ça reste quelque chose de perturbant pour moi, et en même temps, c'est mon nom. Donc, et puis bon, Mazarine Mitterrand, il y aurait quelque chose presque de pléonasmique, tellement ça serait chargé. Donc je garde le M, j'ai pris ce M pour un essai qui n'était pas un roman. Alors voilà, c'était un petit peu une sorte de, non pas de tournant, mais quelque chose un peu différent, ce qui fait que je me suis sentie plus... à même d'utiliser... Et avec le prénom, Mazarine, ça vous convient maintenant, ou vous appelez Marie ? Ça va, à force. Oui, vous êtes habituée ? Ma dernière fille s'appelle Marie, donc je vais pas... Il y a l'histoire de transmission encore. Et justement, vous avez dit que vous étiez enceinte, vous avez écrit ce livre pour transmettre votre vie à votre fils, et il est né entre-temps, il a grandi, il est grand. Est-ce qu'il a lu le livre ? Est-ce qu'il vous en a parlé ? Oh là là, non, mes enfants ne lisent aucun de mes livres, et je les comprends, franchement. Non, mais celui-là, parce que les livres, c'est d'abord, ils n'adorent pas lire. Enfin, ils aiment bien les romans graphiques, mais moins les livres. Si, ça va quand même, j'exagère, mais je trouve ça difficile de lire les livres de ses parents. Et c'est de même que je pense que c'est difficile de lire les livres de ses enfants. C'est tellement intime. L'auteur n'est jamais la personne, quoi. Lorsqu'on écrit, on n'est pas exactement la personne sociale qu'on est par ailleurs. Et donc, je pense que pour des proches, c'est toujours compliqué parce que c'est pas tout à fait la personne qu'on connaît, mais en même temps, on accède à une forme d'intimité qui est pas forcément celle qu'on a envie d'offrir à ses enfants ou à ses parents. Enfin, c'est pas à cet endroit-là, en tout cas, que ça se situe. Donc, je peux comprendre que les enfants n'aient pas forcément envie. Ensuite, Bouche cousue, c'est particulier parce que c'est aussi leur histoire. Ils ont... Enfin, je sais que ma fille, celle du milieu, elle a commencé, mais un peu trop jeune. Donc, elle a regardé, elle a arrêté, puis elle l'a repris. Enfin, voilà, c'est quelque chose qu'ils liront de toute façon à un moment donné. Mais pour l'instant, je ne pense pas qu'ils en aient éprouvé le besoin. Et puis... eux ne vivent pas dans le secret ou le silence, donc il y a moins ce désir de savoir. Mais ça peut être intéressant quand même de découvrir sa mère, finalement. Oui, bien sûr, mais je pense qu'à 15, 18 ans, on s'en fiche. Ça arrivera plus tard, quand eux-mêmes peut-être seront parents. On va lire quelques pages de Bouche cousue. Et pour ça, j'accueille Valérie Debuchet, la rédactrice en chef des pages culture de Madame Figaro, une grande lectrice dans tous les sens du terme. Valérie, c'est à vous. Tout le monde attendait dans un petit salon. Qui organisait les choses ? Je n'en ai aucun souvenir. Mais c'est avec mes demi-frères et baltiques que j'ai fait le voyage dans un avion militaire qui transportait le corps. Nous étions assis comme dans ces films de guerre où les parachutistes attendent leur heure. Pour la première fois, nous étions réunis, tous les trois, autour de celui qui était notre lien. Et tous les trois autour de celui qui était notre lien. Et dans cette heure hors du temps, dans un ciel clair et glacial, nous avons presque formé une fratrie, bégayante et maladroite. Au sortir de l'avion, nous savions que nous allions retrouver nos mères respectives. Mais là, dans cet étrange lieu, nous étions obligés de reconnaître que nous venions d'un même homme. Nous essayions de parler avec une légèreté surfaite, mais le bruit du moteur finit par nous en dissuader. Arrivée à l'aéroport, je retrouvai ma mère et les autres membres de la famille, la grande, la multiple. Tous en rang devant l'avion, sur le tarmac et dans le vent, nous avons assisté à la sortie du cercueil enveloppé dans un drapeau tricolore, porté par des militaires en uniforme, sur le rythme solennel de la marche funèbre de Chopin.
Si je pensais contrôler mes émotions, la cérémonie officielle nous obligeait à la retenue, la musique à déceler un à un les cadenas. Les militaires faisaient ainsi leurs adieux. Les photographes n'étaient pas visibles, mon visage pouvait se défaire sans témoin et c'était bon de céder un peu. Après, voiture noire, mini-car, cortège vers la ville. La cérémonie commençait aux yeux de tous. Et quand les yeux se portèrent sur moi, je me retranchais loin, quelque part où parfois je n'avais pas moi-même accès. Ma mère à mes côtés, la procession à travers les rues, Baltique restait à la porte de l'église, tenue par l'un des gardes, les gardes qui portaient à leur tour le cercueil, les yeux rougis, les photographes omniprésents, les télévisions, mais que nous ne voyions plus, perdus dans des souvenirs que personne ne pouvait partager. Nous nous tenions serrés toutes les deux, nous faisions nos adieux avec les autres, à côté des autres et seuls pourtant. La tristesse partagée était aussi un soutien, mais nous ne perdions pas la même personne, puisque le lendemain, nous savions que nous nous retrouverions abandonnés, par lui, par d'autres aussi. Avec le pouvoir s'éloignent les hommes. Merci Valérie. J'imagine que ça fait quelque chose d'entendre ce texte. Oui, en plus j'avais complètement oublié. Ah, je voulais juste dire, parce que vous l'avez écouté, parce que Isabelle Carré, qui a eu le prix de l'héroïne, je l'ai vu l'autre soir à la télévision avec Pierre Lescure, Pierre Lescure, qui l'interviewait, et Pierre Lescure, qui est un formidable lecteur et qui a fait partie du jury plusieurs années de suite, et elle disait que c'était terminé, elle ne regardait absolument plus, les acteurs font souvent ça, ne regardaient absolument pas ces films. Et là, vous avez écouté le texte. Qu'est-ce que ça fait, en fait? C'est particulier parce que j'ai pas le droit, je peux pas, on me regarde. J'aurais bien aimé, mais. Vous auriez aimé? C'est particulier parce qu'en plus ça raconte une scène qui est l'enterrement, donc. Il y en a le plus drôle dans le livre. Oui, mais non. En fait, c'est doublement particulier d'écouter ses propres textes. Là, ça l'est doublement parce que ça raconte une scène particulière et aussi d'entendre sa plume. Ça, indépendamment de la scène, c'est déjà une expérience étrange, parfois agréable, parfois moins. Bon, là, il y a le double effet effectivement de cette image, mais que j'ai re-regardé. C'est marrant parce que après la mort de Robert Badinter, j'ai re-regardé les funérailles, parce que juste derrière, justement, à Jarnac, il y avait Robert et Elisabeth qui suivaient le cercueil. Et j'ai voulu le montrer à ma fille, justement, parce qu'elle me posait des questions. Donc c'est très récent que j'ai revu ces images, donc ça fait écho, là, ça vient un peu court-circuiter ce texte que j'avais donc oublié, parce que je ne me suis pas relue, comme je vous l'ai dit, depuis longtemps. Aurélie Lévy, quelle est la part de souvenirs personnels que l'on met dans un roman graphique? Est-ce qu'il y avait une part de vos souvenirs à vous dans Non, Queenie? parce que dans les livres que j'ai écrits avant, oui, mais Queenie est un projet un peu exceptionnel, puisque ce n'est pas mon idée. À la base, c'était vraiment celle d'Elisabeth Colomba, qui est Queenie pour il faut dire qui c'est, Queenie. On va expliquer un petit peu, parce que Queenie, on la connaissait pas. C'est le petit nom. Qui vont. Voilà, Queenie, c'est le surnom de Stéphanie Sinclair, une Martiniquaise qui débarque dans les années 20-30, plutôt dans les années 20, à Harlem, aux États-Unis, et qui va devenir un des grands gangsters de la prohibition. Elle dirige la loterie clandestine d'une main de fer, avec son accent français. La loterie clandestine qui permettait aux Harlemites d'arrondir leur fin de mois. Et c'est une femme dans un monde d'hommes, d'ailleurs un personnage oublié de l'histoire, ce qui tenait à cœur, parce qu'Elisabeth Colomba, qui a fait tous les dessins et qui a eu l'idée de ce roman graphique, elle est peintre à la base, et justement c'est marrant parce qu'elle a une toile au Met en ce moment qu'elle a envie de retoucher, mais voilà. C'est un peu compliqué. Elle doit être punie, attention, c'est interdit. L'exemple est parlant. Et comment elle la connaissait, comment elle l'avait découverte? En fait, Elisabeth replace des personnages oubliés de l'histoire dans sa peinture, qui est une peinture post-coloniale figurative, magnifique, que je vous invite tous à découvrir, vraiment.
Déjà, allez sur Internet et voyez, elle est dans tous les grands musées. Et il n'y a pas beaucoup de peintres français au Met. Et sa toile est juste en face d'une toile de Sargent. Elles se répondent. C'est une très grande artiste. Et si je suis ici aujourd'hui, c'est aussi grâce à elle. C'était son idée d'écrire ce roman graphique. Et donc, elle a découvert l'histoire de Stéphanie Sinclair. Elle pensait la peindre. Et quand elle s'est rendue compte de la richesse de son histoire, elle s'est dit, il faut absolument en faire un roman graphique. Et puis, ça fait des années qu'on écrit ensemble des histoires qui ne voient pas toujours le jour, d'ailleurs. Je tiens à dire que toutes les histoires ne voient pas le jour, ou les films, etc. Et donc, c'est toujours assez miraculeux qu'un livre existe. Bref, elle m'en a parlé, on en parlait depuis un moment, et j'en ai parlé à mon éditeur français Stéphane Carrière, qui a tout de suite cru, et qui a accepté qu'on écrive l'histoire en anglais d'abord, parce qu'on écrit toutes les deux dans les deux langues. Et donc c'est une histoire qu'on a d'abord écrite en anglais dans le texte, en fait, dans l'ambiance d'Harlem de l'époque, avec le noir et blanc aussi. Un langage un peu vernaculaire, on dit en français. Et voilà, alors cette histoire, on a décidé de la raconter de la façon la plus trépidante possible. Et donc on démarre l'intrigue en 1933, à la fin de la Prohibition, quand l'argent de l'alcool se tarit et que les mafieux italiens veulent récupérer son business. Et donc elle se retrouve avec un enjeu, celui de devoir défendre sa vie, celle de ses acolytes, son business et sa peau aussi, à tous les sens que vous pouvez imaginer. Donc il n'y a pas de mon histoire personnelle, sauf quand même... y a un petit rabbin à un moment donné. Elle a un acolyte qui est un vieux juif comptable dont certains dialogues sont des choses que j'ai entendues dans mon enfance. On l'a écrit à Harlem ensemble. S'il y a quelque chose de mon histoire dedans, ce sont des histoires d'exil. Donc moi, je suis le fruit aussi de l'exil de mon père. Et d'une forme de résilience, d'une capacité à se réinventer, à faire front à l'adversité, à être intelligent humainement, mais aussi de façon stratégique, parce qu'elle est très stratège. Oui, elle est maligne. Notre héroïne, oui. Et elle est complexe et compliquée et ambivalente. Elle est à la fois violente, irrévérencieuse, injuste parfois, brillante, courageuse. Enfin voilà, elle est ni... Le livre démarre aussi par des références littéraires, immédiatement. Oui. La présence même des références au jazz. Le jazz, enfin tout ça. On est tout de suite plongé dans d'autres univers que l'univers de la Prohibition ou des gangsters. Il y a une rêverie au-delà de ça. Oui, on y tenait. Et à parler aussi un peu de la Harlem Renaissance, c'est toute une époque qui a peu connue en France, qui était une époque passionnante de l'histoire américaine, qui retrouve une importance aujourd'hui avec tout ce qui se passe aussi. Oui. Et on sent que vous vous entendez bien toutes les deux. On est très complices. Très complices. Mais comment on fait pour... Une apporte une idée, une autre on travaille un découpage, par exemple. Oui, comment on fait pourquoi telle image, l'autre, vous étiez toujours d'accord, vous vous êtes disputés ou pas comment ça se passe C'est intéressant parce que Mazarine, vous parlez du syndrome de l'imposteur. C'est très agréable de travailler à deux parce qu'on n'a plus... à s'embarrasser de ce syndrome de l'imposteur qu'on a tous, que tous les écrivains ont. J'ai aussi une émission littéraire, je ne connais pas un écrivain qui n'a pas, au fond, ne pense pas être médiocre, enfin, ou qui ne se pose pas cette question, qu'est-ce que je fous là, quelle est ma génie ? Non, c'est vraiment inhérent à l'écriture et à ce métier. Alors là, à deux, ça s'estompe. Alors ça s'enlève. Après, ça reste du travail, du labeur. On ne s'est pas du tout amusé. C'était pas du tout... non, il y a notre amitié. Pas du tout, pas une seconde. On en reparle à chaque fois. Là, on écrit à nouveau. Qu'est-ce qui se passe, on écrit de nouveau un truc ensemble. Et à chaque fois, on se dit, mais qu'est-ce que c'est dur, mais quelle idée d'écrire ces choses. C'est dur, quoi, parce que c'est le format, enfin, c'est le roman graphique. Parce qu'écrire n'est pas une tâche aisée, et que l'écriture, en plus scénaristique, enfin graphique, elle est très technique. Ouais. Y a voilà, on voulait que ce soit très ficelé. Oui. Il y avait l'injonction à être juste en termes de véracité historique, surtout pour un sujet aussi grave. Et moi, en étant blanche, j'ai vraiment eu la pression d'être... de tout lire, de tout comprendre, de faire très attention, surtout pour un livre qui allait sortir aussi aux États-Unis, on le savait. Vous imaginez, donc la pression énorme. Pour moi, j'avais vraiment cette pression-là. Ça va mieux ?
Ouais, c'est toujours délicat. Hein. Parce que le livre, le livre a été bien reçu. Oui, mais de parler d'une histoire qui n'est pas la mienne aussi. Et c'est délicat en ce moment. Et comment ça se passait? Elle faisait des dessins, vous complétiez, on a écrit vous faites des réunions de travail? On s'est assises ensemble, on a vraiment écrit l'histoire. On a passé 3 semaines à Harlem, on a fait toute l'ossature. Et ensuite, on travaillait par téléphone. Mais on se parle tous les jours depuis 20 ans, quoi qu'il arrive. Donc voilà. Mais c'était pas amusant au sens où c'était vraiment du travail, du labeur. Et il n'y a pas d'ego entre nous. Donc non, c'est pas bien, on reprend. Il n'y a aucun ego. C'est vraiment que du travail et de l'échange. Et puis, c'est quelqu'un que j'admire. C'est toujours beaucoup plus aisé de travailler avec les gens qu'on admire. Même, je pense que c'est essentiel. C'est réciproque, j'imagine. Il faudrait lui demander. Oui, elle est en France, mais elle n'est pas là. Il faudrait lui demander. Je regrette qu'elle ne soit pas là. Et je l'embrasse. Et j'avais envie de servir aussi sa vision, sa sensibilité, parce qu'en fait, il faut quand même préciser quelque chose. Elisabeth est d'origine martiniquaise et elle-même s'est installée à Harlem où elle a trouvé la reconnaissance. Et donc, il y a quand même quelque chose de très comment dire, ce sont des histoires qui s'imbriquent les unes dans les autres. Oui. Et puis, elle est très douée dans le dessin, donc j'avais envie de servir aussi sa vision. En fait, quand on écrivait une scène, je lui disais, est-ce que tu as envie de la dessiner ou pas? Donc, il y a une scène de viol. On l'a travaillé aussi en fonction de ce qu'elle avait envie de dessiner, elle, avec le Ku Klux Klan. Il y a donc, c'est intéressant aussi de demander à l'autre, tu as envie de le dessiner? Comme si on avait l'opportunité de dire à un réalisateur, est-ce que tu as envie de mettre en scène cette scène? Est-ce que vous connaissez la méthode Marvel pour faire des bandes dessinées? C'est la méthode... Non, c'est... La méthode Marvel, c'est la méthode qui était inventée par Stan Lee, qui était l'inventeur, qui était le scénariste qui a inventé tous les personnages de la Marvel au début des années 60. Ouais. Et Stan Lee avait 2 ou 3 dessinateurs, dont Jack Kirby ou Steve Ditko, qui sont les dessinateurs qui ont dessiné tous les premiers super-héros. Ouais. Et Stan Lee leur disait, voilà une histoire. Enfin, il leur faisait un pitch de 2 lignes. Ouais. Le dessinateur partait, redessinait, et il revenait avec ses planches. Stan Lee mettait 3 dialogues et signait. La méthode Marvel. On a l'impression que c'est pas cette méthode-là. C'est très rapide pour un scénariste. Peut-être plus réjouissant, parce qu'on a l'impression que vous avez souffert un petit peu. Non, on a vraiment bossé avec Elisabeth. Oui. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a notre amitié et les moments où on travaille, et ça devient autre chose. D'accord. Et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas complètement complice quand on le fait, mais on est très concentrés, en fait, tout simplement. Je vous propose, après la bande dessinée, d'écouter un peu de musique. Ah. On va écouter 20 secondes. Non. On va voir. Je crois il faut deviner. Il faudra deviner. On va écouter 20 secondes. Mazarine a gagné. Patti Smith, Because the Night. On avait envie de vous faire écouter ce morceau de Patti Smith, parce que Patti Smith a été lauréate. Elle était présente et quand elle a reçu le prix, a cappella comme ça, elle a chanté quelque chose. Et alors là, c'était comme ça, on est par terre, nous liquéfiés. Hein. Et puis dans la soirée s'est prolongée. Il y avait Dani là aussi qui était là et qui a aussi chanté, en dansant un peu dans le salon du Raphaël. Elle a chanté aussi comme ça, a cappella, une chanson. C'était une belle soirée. Moi, c'est des tas de souvenirs. On a fait des soirées merveilleuses. Hein. Il y a un soir, par exemple, on remettait le prix. Et la porte du fond s'est ouverte et on a vu Catherine et Liliane apparaître en hurlant, vous nous avez pas invités, mais nous aussi on aime la littérature, on lit des livres, pas que des magazines. Et ils ont fait un sketch et c'était adorable. Et j'ai un autre souvenir, un beau souvenir aussi. On a remis un prix à Marceline Loridan Evans. J'ai une pensée émue quand j'ai vu sa photo. Voilà. C'est la seule qui n'est plus parmi nous, je crois, de toutes les femmes qui ont remporté le prix. De toutes les femmes. Non, il y en a une autre, Wiazemski. Ah oui, c'est vrai. Voilà, deux décès. Ouais. Mais Marceline, c'est un bon souvenir parce qu'elle était extrêmement... Le livre était, ce qu'il était, assez triste, hein, mais elle était très pétillante, très parlait, elle sautait. On aurait dit une petite fille, toute petite, elle était toute petite. Donc elle sautait, elle était contente d'avoir ce prix. Et puis là, une double émotion parce qu'elle était cinéaste aussi. Et elle a fait un film sur sa vie qui s'appelle le livre, c'est Et tu n'es pas revenu. Elle a fait aussi un film qui est La petite prairie au boulot. Et son rôle était interprété par Anouk Aimée.
Et donc c'est un double, de larmes. On pense aussi à nous aimer. Je me demandais, Patti Smith, c'est quelqu'un qui vous a intéressé, qui a pu être aussi une figure. Patti Smith, c'est quelqu'un dont on parle beaucoup par tout ce qu'elle a pu faire. Évidemment, elle a commencé dans la musique, mais en fait, elle avait commencé dans la poésie, et puis elle a fait des livres, la photographie, etc. Tout le lien avec Robert Mapplethorpe. Est-ce que c'est des figures comme ça qui ont à un moment aussi pu vous influencer, ou en tout cas avoir quelque chose? Moi, je l'ai beaucoup, beaucoup écouté. Ah oui? Et je l'écoute encore, d'ailleurs. Ah oui. Vous avez écouté quoi? Révolution, tout son album. Mais je ne sais plus quel est le titre de l'album, de Gloria. Je sais pas, j'aime tout d'elle. Vous vous souvenez quand vous avez découvert sa musique? Je me souviens plus comment j'ai découvert ça. Mais je sais que c'est quelqu'un qui m'accompagne tout le temps. Oui. Et vous parlez pas mal de musique dans Bouche cousue. La musique est très présente aussi. Oui, dans tous mes livres, dans c'est tous vos important. Livres. Ouais. Vous parlez de Barbara, par exemple. Ouais. Écoutiez aussi. Oui, alors là, je l'écoute. Enfin, j'en parle aussi parce qu'on est allé la voir. Ouais. Donc, la musique est présente. Est-ce que vous écrivez en musique ou... Parce que là, je sens que la musique était très présente pour dans nos vies, bien sûr. Oui, le jazz, oui. Ça donne du rythme au dessin. Bah oui, oui. À l'écriture aussi. Mais je pense, elle est dans nos vies, elle nous anime, elle est. Mais c'est vrai que le rythme, c'est important dans l'écriture, même dans la non-fiction aussi. Et ça nous vient aussi de la musique, je pense. Patti Smith, c'est quelqu'un qui a compté pour vous? Très honnêtement, non. Non, il y a d'autres figures. Non, j'ai eu la chance de la rencontrer. Perdez des points. Ah oui. C'est ça, je suis ringarde. Vous en gagnez en tout cas. Non, je vous réponds honnêtement, de cette époque, en termes d'écriture et de lyrics, et de songwriting, j'étais plus Bob Dylan dans les textes, mais j'ai eu la chance de la rencontrer. J'ai beaucoup aimé l'exposition qu'elle a faite aussi au Centre Pompidou il n'y a pas longtemps, qui est intéressante parce qu'elle... vous parlez un peu de transcendance dans votre dernier livre. Elle a poussé l'exercice du texte, de la musique, de la spiritualité à un autre niveau encore. Et en plus, on l'écoute nous parler à mesure qu'on erre dans l'exposition. C'était une exposition de Jean-Max Collard au Centre Pompidou. Et donc, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée. La façon dont elle transcende quelque chose qui invite toutes les activités. Et tous les sens aussi. Oui, tous absolument. Les sens, l'oreille, enfin tout, elle a touché à des... Mais elle n'est pas mon inspiration personnelle. Je me demandais, Aurélie Mazarine, est-ce qu'une auteure crée son propre personnage? Est-ce qu'on devient un personnage en tant qu'auteur? C'est compliqué. Ça dépend à quel niveau. On parle, est-ce que c'est un personnage médiatique? Vous avez remarqué que je vous ai laissé répondre en premier. Hein. Non, mais on se regarde. Ok, c'est pas grave. Est-ce que c'est un personnage médiatique ou est-ce que plus profondément, il y a une sorte d'effet boomerang ou ce qu'on écrit, est-ce qu'il y a quelque chose irrigué comme ça? Est-ce qu'à un moment on devient un personnage? Est-ce que l'auteur devient un personnage? On s'auto-crée quand c'est tout le thème de 6 personnages. Ça se joue en ce moment à la Comédie Française, la première mise en scène de Marina Hant. 6 personnages en quête d'auteur, où le conflit, c'est est-ce que la vie réelle est plus forte que le théâtre, ou le théâtre plus fort que la vie réelle? Et quand on est dans les deux, comment ça se passe? On est toujours dans les deux. Enfin, je sais pas ce que c'est qu'une vie réelle qui ne soit pas un peu fantasmée. On est toujours en train de s'imaginer sa vie en même temps qu'on la vit. Sinon, elle se réduirait à des faits qui n'ont pas de sens. Donc, on est toujours en train de donner du sens à ce qu'on fait. Donc, je ne vois pas une distinction fondamentale. En revanche, c'est vrai que lorsqu'on écrit, comme je disais tout à l'heure, on est encore quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que ça vient chercher encore autre part que dans sa vie sociale. Alors, est-ce que ça fait de nous un personnage? Honnêtement, je crois pas. Enfin, moi, alors peut-être social, oui. Parce qu'on a tous un rôle social à jouer. Mais intimement, je pense que l'auteur doit justement n'être rien et doit tout accueillir. En même temps, vous échappez un peu à cette comparaison, parce que maintenant, vous écrivez quand même beaucoup d'essais, comme dans le dernier essai, avec 100. Là, enfin, c'est 100. Donc là, vous n'êtes pas un personnage, vous êtes
On peut dire que c'est un personnage? Non, mais c'est pareil. C'est un philosophe qui nous transmet une idée, des pensées. Voilà, mais ça dépend de qu'est-ce que vient revêtir le terme de personnage. Si c'est le personnage d'un personnage social, bon, pourquoi pas. Mais encore une fois, on est tous un personnage social. Ensuite, est-ce qu'on devient un personnage? Non, je crois pas, parce que, encore une fois, un personnage, il est catégorisé. Et je pense que... Et donc, d'une certaine manière, alors il a sa vie, son indépendance, etc., mais il a aussi une forme de clôture. Je pense que l'auteur, il a besoin de tout prendre, de se nourrir de tout, et donc de ne se réduire à rien pour s'ouvrir à d'autres histoires, d'autres personnages, d'autres... Donc non, je dirais non. Mais en revanche, peut-être que ça participe d'un personnage social, peut-être. Ça y est, vous, Ali. Voilà, j'étais en train d'écouter Mazarine. Ce que je peux peut-être vous dire, je ne sais pas si c'est une réponse pertinente à votre question, je pense que l'acte d'écrire est une tentative un peu, peut-être impossible à réconcilier une forme d'impuissance d'être au monde et un fantasme de toute puissance en créant justement. Et toujours derrière ça, en tout cas c'est ce qui me semble comprendre des entretiens que je peux avoir avec des écrivains aussi au travers de ma propre émission littéraire. Et donc ça se retrouve toujours. Je pense qu'au fond, les écrivains, les gens qui écrivent veulent juste être compris. Il y a un vrai... Lu évidemment, mais compris, et que ce soit à travers un personnage qu'ils ont créé qui est un peu d'eux-mêmes, ou une histoire, ou à susciter une émotion qui eux-mêmes les traverse ou les habite. Mais je pense que voilà, il y a cette rencontre d'une contradiction. D'accord. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça complète ce que vous êtes en train de dire. Et là, vous préférez être là ou à ma place, par exemple? À la vôtre. Ah ben, on échange? Ah, avec joie. On recommence tout à l'heure. Laissez-moi conclure. Laissez-moi conclure, parce qu'on arrive vers la fin. C'est déjà la conclusion? C'est quasiment déjà la conclusion. Mais on n'a pas résolu le problème de comment faire lire nos enfants. Ah, ouais, ça. Alors, ce serait bien. On va graphique. On va en faire une émission. Alors, pardon, non, je ne veux pas empiéter sur le temps, mais non, pas du tout. Ils lisent, je parle des miens ou même de mes étudiants, par exemple, ils lisent beaucoup plus de sciences humaines que de fiction. Ah oui. Et je pense qu'on... grande théorie là-dessus, mais on en parlera un autre jour, que la fiction est en crise. Qu'on aime du réel, du documentaire, que j'aime aussi. De la biographie aussi, de la biographie. C'est mieux pour le comprendre, pour mieux le comprendre. Deux mots sur ce dernier essai, ce vivre sans. Est-ce qu'un jour on va vivre sans écrivain? J'espère que non. Pour terminer, j'ai 3 questions assez rapides. La première est un hommage à Bernard Pivot, qui nous a quittés récemment. Tu ris? Non, parce que j'ai Bernard en face de moi. Donc, oui, mais alors je suis pas... Pardon pour cette... je vais reprendre une de ces questions. Aurélie, Mazarine ensuite. Quel est votre mot préféré? Oh mon Dieu. Bon, alors... Mon mot préféré, amour. C'est un mot. Amour, évidemment. Oui, allez, j'assume. Bon, amour. Ok. Très bien. De dire rien. Enfin, de ne rien dire, par exemple. C'est hyper difficile, parce qu'il n'y a pas un mot qu'on préfère. Ça dépend. J'ai failli dire moi. Waouh. Est-ce qu'il y a un mot que vous détestez? Ça va être plus facile. J'aime pas les expressions toutes faites à la mode. C'est agaçant d'entendre toujours les... Comme le lâcher-prise, par exemple. Ouais. Terme insupportable. Ouais. Je suis d'accord. Le vivre ensemble, le lâcher-prise. Ouais. Enfin, voilà, j'aime pas les mots lorsqu'ils deviennent des marques. Des slogans. Je trouve qu'ils perdent toute leur charge poétique. Maintenant, non, je réfléchis à celui que j'aime le plus. On s'appelle demain. J'aurais toujours pas trouvé. Je dirais, mais c'est pas... Enfin, je dirais... L'écart. Voilà. L'écart. Ouais. En préféré ou en préféré ou en préféré? En préféré. En préféré, l'écart. C'est assez sexuel aussi. Pardon? Non, il y a une interprétation un peu sexuelle. Oui, ça peut être la danse aussi, le grand écart. Enfin, beaucoup d'interprétations. Il y a tout, on peut tout interpréter. Nous laissons le champ ouvert. Comme nous fêtons les 20 ans de notre prix, j'aimerais bien connaître quel a été le livre de vos 20 ans? Voilà. À 20 ans, je vivais au Japon, je faisais mes études dans une université japonaise, donc c'était forcément un livre japonais.
Je pense à Kokoro de Natsume Soseki, qui se traduit en français par, je crois, quelque chose les pauvres cœurs des hommes ou quelque chose comme ça. C'est vous qui parlez japonais, hein. Mais si vous tapez Kokoro, vous le trouvez. Ça veut dire le pauvre cœur des hommes. Et qui est Natsume Soseki, c'est un grand écrivain japonais plutôt proustien. C'est le 3e volet d'une trilogie. La période Meiji où le Japon s'est industrialisé et, très rapidement et qui est un peu dans une espèce de phase dépressive juste avant la mort de l'empereur. Et c'est un très beau livre sur un étudiant qui avait justement 20 ans dans le livre et qui rencontre un vieil homme qui va devenir son sensei. Oui. Et en fait, c'est sur l'honneur et la dignité. Il y a un triangle amoureux aussi derrière, mais deux valeurs d'ailleurs qui ne sont... qu'on retrouve. Oui, je trouve. Il va falloir le traduire peut-être aussi. Nous allons le conseiller. Oui, il est traduit. C'est un grand écrivain japonais. Voilà, donc je pense que c'était ça. D'accord. Voilà. Mazarine ? C'est difficile aussi parce que c'est comme choisir un mot, il y en a plein. Je ne saurais pas dater exactement de mes 20 ans, mais je dirais au milieu de beaucoup d'autres, Fitzgerald, Tendre la nuit. Ouais, ça correspond à peu près à cette période-là. Et quel livre, pour terminer, quel livre conseiller à une jeune femme de 20 ans ? Le même. Et un jeune garçon, non. Un jeune garçon aussi. Ou un jeune garçon. Quel livre conseiller à une personne de 20 ans aujourd'hui ? Je pourrais lui conseiller Fitzgerald, mais c'est difficile. Ça dépend justement s'il aime lire, pas lire, si c'est pour commencer, si c'est pour... je sais pas... C'est pas facile. Hein. Oui. Moi, je dirais le même. C'est important aussi aujourd'hui de s'intéresser à des littératures étrangères. Et l'Asie, c'est un continent vaste. Il y a plein de... Voilà. Mais cette idée de dignité et d'honneur, de sens de l'honneur, je trouve qu'à 20 ans, aujourd'hui, ce serait pas mal. Ah ben oui, non mais c'est sûr. Oui. De le mettre en avant. Et vous, Bernard, le livre de vos 20 ans ? Ah oui, moi alors, je conseillerais le livre de mes 20 ans, c'est aussi le conseil que je pourrais donner, c'est de lire à haute voix. Parce que moi, j'adore lire à haute voix. Donc à 20 ans, j'allais au bord de la rivière et je lisais, il faut être seul, parce que ça énerve tout le monde. Donc je lisais à haute voix Maîtres anciens de Thomas Bernhardt. C'est un condensé de méchanceté. Et ça fait du bien. Je vous reconnais bien là. Donc je le conseille à tout le monde. Nous allons faire la version méchante de cette émission, si vous voulez. Nous allons recommencer. Il en fallait un, c'est moi. Voilà, c'est vous. Et donc c'est sur ces bonnes paroles qu'on va se quitter. Merci Mazarine. Merci à vous. Merci Aurélie. Merci Bernard. Merci. Et on se retrouve très bientôt pour le 2e chapitre de ces collections qui sera consacré à la poésie. Merci et à très bientôt.